8h40 à Tel Aviv, merci si vous nous rejoignez sur I24. Nom de code BIA 10 24 74. C'est la molécule testée dans le laboratoire Biotrial à Rennes où un patient est mort hier à la suite d'un essai clinique avec ce médicament. 5 autres étant toujours hospitalisés. Un événement rarissime. 3 enquêtes sont en cours pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Le point en image. Il était dans un état de mort cérébrale depuis vendredi. Le centre hospitalier universitaire de Rennes a annoncé son décès. Biotrial et l'ensemble de son personnel tiennent à s'associer à la douleur de la famille et des proches. Nous voulons remercier aussi les équipes du CHU qui ont fait tout leur possible pour tenter de sortir de cette situation accidentelle et imprévisible. Ce patient a fait partie des testeurs d'une nouvelle molécule, des tests réalisés par le laboratoire Biotrial. Il était en état de mort cérébrale depuis plusieurs jours. Sur les 5 autres patients testés, 4 présentent des troubles neurologiques graves, mais leur état n'a pas évolué. Nous répétons aujourd'hui plus que jamais que nous mettons tout en œuvre avec les autorités sanitaires pour comprendre cette situation. 90 volontaires sains ont suivi le test clinique d'une molécule conçue par un laboratoire portugais. Des hommes sains, âgés de 28 à 49 ans, tous ont été rappelés pour faire des examens complémentaires. Ils doivent passer une IRM. Louis-Marie aurait dû être l'un des cobayes. J'ai peut-être évité un malheur. Après, je peux pas vraiment savoir. Vraiment, l'enquête là est encore en cours, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que là, on se dit, au vu des éléments qui se passent, j'ai bien fait de pas faire cette étude. Cet accident thérapeutique demeure sans précédent en France. Chaque année, des milliers de volontaires participent à ce genre d'essais cliniques. Samedi, les locaux de Biotrial ont été inspectés. Un contrôle de routine effectué en 2014 n'avait révélé aucune anomalie. Alors on va tenter d'y voir un petit peu plus clair sur ce plateau avec nous. Docteur Alain Zetoun, bonjour. Vous êtes médecin-chercheur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on revient sur cet essai. C'est un cannabinoïde. Tous les fumeurs de cannabis médical s'inquiètent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ? Pas réellement, en fait. Le nom cannabinoïde est un nom un peu ancien. Je souris parce que, évidemment, c'est une réaction normale des gens qui vont se dire cannabis. Non, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle cannabinoïde parce qu'en fait, le cannabis agit sur le même récepteur. Donc, c'est la même famille. Mais ça n'a rien à voir du tout. Donc, ça agit sur le récepteur. Il n'y a pas aucune inquiétude à avoir par rapport à ceux qui fument. Alors, pour revenir à cette affaire, c'est quand même impressionnant, c'est quand même particulièrement surprenant. Est-ce qu'on pouvait le prévoir ? Écoutez, en général, les essais cliniques, il y en a, je crois, en France, il y en a un bon millier par an de ce type-là. C'est très codifié. Il y a des essais chez l'animal, il y a des essais sur différents types d'animaux qui se rapprochent le plus possible de l'homme. Et en général, on voit les problèmes de toxicité chez l'animal. Là, il a dû se passer quelque chose de vraiment spécial que personne ne comprend pour l'instant. Il y a plein d'hypothèses possibles. Alors, quelles sont les hypothèses, justement, qu'on pourrait mettre en avant pour expliquer? Il faudra vraiment tester ça, mais probablement une réaction spéciale à ce produit-là qui est liée à la dose, qu'on n'avait pas vu chez l'animal, ce qui est assez rare. Un problème d'allergie qui peut apparaître tout à coup brutalement, quoique le fait qu'il y ait une augmentation de dose laisse penser peut-être moins. Une erreur est possible. Il faudra bien vérifier ça aussi. Il y a plein d'hypothèses possibles. Est-ce qu'il peut y avoir aussi quelque chose de lié aux antécédents des patients? Est-ce qu'il y a des antécédents médicaux qui peuvent interagir avec ce médicament justement et qui pourraient réexpliquer des réactions Ça pourrait jouer dans certains cas, mais dans ce cas-là, comme le groupe en question et le groupe qui a eu une dose plus élevée et répétitive, et non pas le premier groupe, on peut penser que c'est lié quand même à la dose. Un mot peut-être, docteur Alain Zetoun, sur les rémunérations, les dédommagements dans ce genre de cas. Quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont prévus? Est-ce qu'il y a des indemnisations prévues? Il y a des assurances, bien sûr. Il y a des assurances qui sont prévues. À titre personnel, je veux dire, quand j'étais étudiant en médecine, j'ai participé à ces essais comme ça. C'est très codifié, très, très surveillé. Et on signe donc un engagement, mais on sait aussi qu'il y a les laboratoires qui font ça sont très sérieux. Ils nous posent plein de questions pour vérifier qu'on n'a pas de problème particulier de sous-tendu. Ils nous informent beaucoup, ils répondent aux questions. Et puis, bien sûr, il y a une assurance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Barack Obama et Hassan Rouhani ont salué hier l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire, un accord historique, regardez. La chef de la diplomatie européenne et son homologue iranien côte à côte.
La fin d'un bras de fer diplomatique de 10 ans. 6 mois après la conclusion d'un accord sur son programme nucléaire, les Occidentaux ont officialisé la levée des sanctions visant la République islamique. Le symbole est fort, encore plus quand ce sont les États-Unis qui enterrent l'âge de guerre. Tout en appliquant cet accord nucléaire, nous reconnaissons qu'il subsiste des divergences entre les États-Unis et l'Iran. Nous restons déterminés à empêcher l'Iran de déstabiliser la région, ce qui inclut ses menaces contre Israël et nos partenaires du Golfe, de même que son soutien à de violentes organisations satellites au Yémen et en Syrie. Téhéran peut enfin respirer, même si son programme nucléaire et balistique continuera d'être surveillé à la loupe. Dans l'enceinte du Parlement iranien, Mohamed Zarif est fêté en héros de la nation. À la tribune, le président Hassan Rouhani peut dignement présenter le 6e plan quinquennal de son pays. Les négociations sur le nucléaire résultent de la volonté du guide suprême de la révolution, avec l'aval du peuple et l'assentiment de tous les fondements de l'État. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. À Jérusalem, les réjouissances ne sont pas de mise. Benyamin Netanyahou a profité du traditionnel Conseil des ministres pour réaffirmer la position d'Israël, une mise au point aux allures d'avertissement. Sans nos efforts pour aboutir à des sanctions contre son programme nucléaire, l'Iran aurait acquis depuis longtemps des armes nucléaires. La politique d'Israël demeure inchangée. Nous ne permettrons pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Contraint de se soumettre au verdict de la diplomatie, Israël ne manquera pas de dénoncer la moindre violation iranienne de l'accord. Le cas échéant, les sanctions seront immédiatement rétablies. Voilà, alors les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions liées au programme de missiles balistiques de l'Iran et au lendemain, au lundi, de la levée de l'arsenal de mesures de rétorsion qui visait le programme nucléaire de Téhéran. 5 ressortissants iraniens, un réseau d'entreprises basées aux Émirats arabes unis et en Chine qui ont été ajoutés à la liste noire financière américaine, leurs éventuels avoirs aux États-Unis qui seront gelés. Voilà donc pour les nouvelles décisions. Christian Mallard, nous sommes en ligne avec vous. Bonjour. Les relations entre les États-Unis et l'Iran qui sont donc, on le comprend bien, loin d'être totalement normalisées. Elles sont loin d'être totalement normalisées parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il y a quand même encore une méfiance. Obama a bien compris que de toute façon, pour l'instant, les Iraniens, naturellement, avaient dit officiellement qu'ils ne continueraient pas leur programme nucléaire. Ils vont être sous surveillance pendant 10 ans, mais il est clair aussi que de toute façon, les Américains savent que les Iraniens ne sont pas véritablement fiables, puisqu'encore, on vient d'avoir la preuve, il y a quelques jours, qu'ils avaient opéré un essai de tir de missiles balistiques en rompant les résolutions des Nations Unies, et qu'à partir de ce moment-là, les Américains sont obligés de prendre par d'autres biais de nouvelles sanctions. Donc la méfiance est là, et puis la méfiance, elle n'est pas qu'avec les Américains, c'est qu'il y a Israël, bien entendu, qui ne fait pas confiance à ces traités, ne fait pas confiance à Obama, qui les a quand même amenés à négocier avec l'Iran, avec tous les pays de la région aussi, comme l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe, qui sont vent debout contre cet accord. Donc on le voit bien, la méfiance est au rendez-vous, et on va voir si la suite, de leur côté, les Iraniens qui vont avoir des élections très importantes aux législatives dans 1 mois, et puis pour la succession de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution, ne vont pas aussi voir des changements qui vont s'opérer à l'intérieur. Merci beaucoup Christian pour ces explications et votre analyse. Alors justement, on en parlait, Cyril Amar, bonjour, on parlait de l'Arabie Saoudite, c'est finalement la grande perdante. Hier, Hassan Rouhani s'émeuvait en quelque sorte du fait que ni Israël ni l'Arabie Saoudite ne lui proposaient ses félicitations, ne lui donnaient ses félicitations pour cet accord. Et bien finalement, c'est parce que c'est la grande perdante de cet accord. Absolument, vous avez raison Nathalie. Barack Obama a beau se défendre de vouloir renverser ses alliances au Moyen-Orient, c'était la hantise de l'Arabie Saoudite et elle s'est concrétisée ce samedi, un accord irano-américain au détriment des Arabes. Donc fini les noces fidèles avec l'oncle Sam, c'est désormais un ménage à 3 avec lequel il va falloir composer. Et vous le savez, dans chaque mariage, c'est toujours la partie la plus faible qui a peur d'être abandonnée. Alors du coup, un vent de panique souffle sur la pétromonarchie wahhabite, avec d'autant plus de déception et d'amertume que contrairement à l'autre grande déçue de cet accord nucléaire iranien, à savoir Israël, l'Arabie Saoudite, elle, n'est pas une puissance atomique, même si évidemment elle est protégée par le parapluie militaire américain. Alors au-delà du nucléaire,
nucléaire. C'est l'influence grandissante de l'Iran dans la région qui finalement inquiète les Saoudiens. Et c'est bien là le nœud du problème. Oui, vous avez raison, c'est pas tant le contenu de l'accord nucléaire iranien qui inquiète Riyad, c'est surtout la fin de l'isolement international du régime des Mollahs. Téhéran, avec les 100 milliards de dollars dégelés de l'Iran, va pouvoir avoir désormais les moyens de ses ambitions régionales, avec cette ascension inexorable de l'axe chiite, ce qu'on appelle le croissant chiite, et qui cerne l'Arabie saoudite quasiment à toutes ses frontières. Au nord, en Irak, avec une majorité chiite, la Syrie, évidemment, avec le gouvernement alawite, donc chiite, financé copieusement par le régime iranien, mais également au Bahreïn, le voisin de l'Iran, qui a une majorité chiite, comme vous le savez, et puis avec la rébellion Houthi, évidemment, au Yémen, à la frontière sud. Donc l'Arabie saoudite craint pour sa sécurité. Les plus pessimistes disent même que l'Arabie saoudite craint pour sa survie. Pas étonnant dans ce contexte que les deux grands déçus, à savoir Israël et les États-Unis, se trouvent, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, des atomes crochus. Et le vieil adage est là pour dire « l'ennemi de mon ennemi est peut-être mon ami ». Merci beaucoup Cyril pour ces explications. On va tout de suite passer à l'essentiel de l'actualité en bref et en images. Toujours sur le dossier du nucléaire iranien, le secrétaire général de l'AIEA doit s'entretenir aujourd'hui avec le président Hassan Rouhani après l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire et la levée de la plupart des sanctions qui pesaient sur Téhéran. Youkiya Amano, secrétaire général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, doit donc rencontrer dans la journée le président iranien. 3 des 4 prisonniers irano-américains libérés par l'Iran ont quitté hier Téhéran à bord d'un avion spécial suisse pour Berne. C'est ce qu'a rapporté la télévision iranienne. L'opération d'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis qui est intervenue le jour même où l'accord nucléaire est entré en vigueur. Et puis un mot de sport, 16 joueurs classés dans le top 50 mondial au cours de la dernière décennie, y compris des vainqueurs de tournois du Grand Chelem, sont suspectés d'avoir truqué leur rencontre. C'est ce que rapportent des médias britanniques, des révélations qui interviennent juste avant le début de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année. Il débute aujourd'hui à Melbourne. Le pape François a exalté hier l'amitié qui le lie aux Juifs, demandant à tous les croyants de rejeter l'antisémitisme et la violence au nom des monothéismes. Il s'agissait d'une visite à la synagogue de Rome, à la fois symbolique et historique pour le pape Joseph Emmanuel. Applaudi longuement pour sa première visite dans la grande synagogue de Rome. Les mots de François étaient très attendus. Le pape a parlé de sa relation particulière avec le peuple juif. Il a condamné aussi toute forme d'antisémitisme et de discrimination. Non à toute forme d'antisémitisme et non à toute injure, discrimination et persécution qui en découlent. Le pape a ensuite parlé du message universel de la Bible, puis de l'importance du dialogue entre les différentes religions du livre. Le dialogue interreligieux est fondamental. Nous y contribuons comme frères et sœurs devant notre Créateur. Et à lui, nous devons rendre des comptes en respectant et en appréciant cette proximité, en cherchant à collaborer dans un dialogue judéo-chrétien unique qui tient compte des racines juives du christianisme. Il est le 3e pontife à visiter cette synagogue. Avant lui, Jean-Paul II en 1986, Benoît XVI en 2010. Pour cette visite, 1500 personnes ont été triées sur le volet, dont 300 journalistes. À l'extérieur, la sécurité a été draconienne toute la journée. Le trajet de François est resté secret jusqu'à sa venue. Les sous-sols de ce vieux quartier historique ont été passés au peigne fin, les poubelles scellées. Car même sans menace terroriste concrète, les attentats de Paris suscitent des craintes. Avant d'entrer dans le vieux bâtiment juif, le pape s'est arrêté devant 2 plaques commémoratives. L'une rappelle la grande rafle d'octobre 1943, durant laquelle 1024 juifs avaient été déportés à Auschwitz. L'autre plaque rappelle l'attentat palestinien de 1983, une attaque dans laquelle Stefano, un bébé de 2 ans, perdait la vie. Si la réconciliation entre l'Église et les Juifs progresse sans cesse depuis Vatican II, de nombreuses incompréhensions subsistent. La principale, la récente reconnaissance par le Vatican de la Palestine, une reconnaissance expliquée par le Saint-Siège comme étant la seule voie possible pour atteindre la paix.
Et depuis l'Italie, nous rejoignons par téléphone Jean-Louis de la Vessière, spécialiste du Vatican. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Alors on l'entendait dans ce sujet, est-ce que le rapprochement entre juifs et catholiques se fait, pas à pas, mais se fait et existe bien? Oui, c'est un processus continu. Avec ce pape, le rythme est vraiment soutenu. Il y a simplement quelques frictions du côté effectivement de la reconnaissance de l'État de Palestine par le Saint-Siège qui irrite. Mais sur le plan du dialogue théologique, il y a vraiment des pas en avant, comme le fait qu'il n'avait jamais été exprimé aussi nettement avant qu'il ne doit pas y avoir une volonté de conversion de la part de l'Église catholique vis-à-vis des Juifs. Donc il y a beaucoup d'ambiguïtés qui sont petit à petit levées sur le plan théologique. Mais c'est certain que sur le plan de la situation en Terre Sainte, il y a encore des frictions. Est-ce que vous pensez que ça risque de mettre à mal justement ce dialogue? Non, le Saint-Siège se donne beaucoup de mal pour le maintenir tout en réaffirmant certains principes sur le fait qu'il doit y avoir, le Saint-Siège est favorable à cette solution des deux États entre les Palestiniens et Israël. Donc c'est un jeu d'équilibre très délicat pour le pape. Et c'est vrai que quand il était allé à Jérusalem, il avait posé des gestes qui n'avaient pas tous plu au gouvernement israélien, certainement. Merci beaucoup Jean-Louis de la Vessière en direct de Rome. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On va se quitter pour un nouveau point sur l'info. Juste après, on reviendra, on ouvrira une page éco dans notre journal. Monarchie pétrolière, bourse en chute. Dure journée en perspective pour l'entreprise Renault. On ouvrira donc cette page éco juste après un nouveau point sur l'actu. Il vous est présenté par Elsa Mimoun.